Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? En famille. D'accord. On parle de quoi ce matin? On va revenir sur le 34e sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé ce week-end. Ce sommet s'est déroulé par visioconférence à cause de la pandémie du coronavirus qui oblige. Et évidemment, il y avait ce 34e sommet a été placé sous le thème de la culture, des arts et du patrimoine, levier de l'Afrique, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Bien évidemment, on regarde l'actualité pressante sur le continent. Les dirigeants africains n'ont pas énormément parlé de culture, d'art et de patrimoine. Ils ont surtout parlé de deux questions. Il y a d'un côté, il y a la pandémie du coronavirus, et revenir un peu sur les différentes stratégies mises en place pour lutter contre la pandémie et surtout pour obtenir maintenant des vaccins. On regarde la résurgence des secondes vagues un peu partout sur le continent. Et puis, en deuxième point, il s'agissait de la passation de témoins, tout simplement, entre Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, qui a dirigé l'Union africaine durant l'année 2020, et il a passé maintenant le flambeau au président congolais, Félix Tshisekedi, pour l'année 2021. Celui-ci a évidemment décliné les grands axes de son année de présidence à la tête de l'Union africaine. Et puis, il s'est également agi du vote concernant le président de la Commission de l'Union africaine, l'actuel président, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, était seul candidat en lice pour un second mandat. Et donc, il s'agissait donc de procéder au vote, puisqu'il fallait que ce dernier obtienne au moins les 2 tiers des suffrages exprimés pour être reconduit à un second mandat. Et puis, en dehors évidemment de la réélection de Moussa Faki Mahamat, il s'agissait également de nommer en interne le dirigeant, celui qui devait diriger une nouvelle superstructure en quelque sorte interne qui réunit à la fois les affaires politiques et les affaires liées à la paix et à la sécurité sur le continent. Et cette personnalité-là devrait jouer un rôle crucial auprès de Moussa Faki Mahamat pour justement essayer d'endiguer les nombreux conflits armés sur le continent qui ont été attaqués de part et d'autre par beaucoup d'éditorialistes qui ont attaqué les chefs d'État en disant que durant cette année 2020, l'Union africaine ne s'est particulièrement pas intéressée à la situation des conflits armés sur le continent. Il y en a des conflits armés liés notamment à l'intégrisme islamiste et autres. On l'a vu par exemple au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pardon. On a aussi vu l'apparition de nouveaux groupes armés islamistes, notamment au Mozambique. On a également le conflit en Éthiopie, c'est le lieu du siège de l'Union africaine, notamment dans la région du Tigré, située au nord du pays. Et donc, il y a tous ces conflits-là, évidemment, pour lesquels les chefs d'État, ou du moins la Commission de l'Union africaine a été accusée de ne s'être pas véritablement impliquée. Et donc, pour ce qui concerne d'abord le déroulé de la cérémonie, il faut bien comprendre que les seules personnes qui étaient présentes à Addis Abeba, c'est le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président entrant de l'Union africaine, donc le Congolais Félix Tshisekedi. Alors, donc, dans un premier temps, le président Cyril Ramaphosa a un peu fait le bilan de son passage à la tête de l'Union africaine. Il a pour cela beaucoup parlé de la pandémie du Covid-19 qui a beaucoup chamboulé les agendas aussi bien politiques, économiques que sociaux des pays africains. Il a globalement salué un peu la coordination entre les différents pays africains, notamment pour lutter contre la pandémie du Covid-19 et particulièrement pour l'obtention du vaccin. Il ne faut pas oublier que les États se sont coordonnés à travers l'Union africaine, j'en ai parlé ici, pour négocier avec les bailleurs de fonds afin que ceux-ci leur permettent de décaisser des fonds qui leur permettraient d'acheter des vaccins dont ils ont cruellement besoin. Il faut savoir que le continent africain, c'est 1,3 milliard d'habitants, même si ça ne représente pour le moment que 3,5% des cas de contamination à l'échelle mondiale et à peu près 4% des décès, n'empêche que
Évidemment, avec l'apparition des secondes vagues, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu partout sur le continent, la crainte de voir ces chiffres-là s'aggraver plane sérieusement sur les pays. Et donc, pour faire face à ce risque-là, ils veulent eux aussi vacciner les populations. Donc, pour parvenir à une immunité collective, les experts de la CDC, de l'Africa CDC, qui est le centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, a estimé qu'il fallait vacciner au moins 60% de la population africaine pour parvenir à assurer au moins cette immunité collective. À raison de 2 doses par personne, donc on imagine très bien qu'il faudrait à peu près un peu plus d'1 milliard de doses que les États auraient besoin. Or, pour le moment, on a pu obtenir, j'en ai parlé ici la dernière fois, que 270 millions de doses avec l'aide des bailleurs de fonds. Donc Cyril Ramaphosa a demandé aux bailleurs de fonds de leur d'accorder aux pays africains une rallonge supplémentaire pour pouvoir augmenter la capacité d'achat de nombre de vaccins. À côté de cela, le président sud-africain a aussi fustigé l'attitude des pays industrialisés qui ont fait montre de ce qu'il a appelé un nationalisme vaccinal, c'est-à-dire que les pays du Nord se sont accaparés des vaccins au point où ils ont même précommandé plus qu'ils n'en ont besoin. Un cas patent, c'est le cas du Canada par exemple. Le Canada a commandé plus de 5 fois plus de doses que nécessaire au regard de sa population. Donc c'est pour dire que, évidemment, dans certains cas, on frise même une espèce de paranoïa. Donc ces choses-là mettent en mal, évidemment, la capacité des pays pauvres, en l'occurrence des pays africains, qui sont pour la plupart très mal lotis en matière de finances. Donc ça met à mal la capacité des pays africains à pouvoir, eux aussi, acheter des vaccins et pouvoir vacciner leur population afin d'obtenir cette immunité collective qui leur permettrait de lutter efficacement ou de mettre un terme à cette pandémie-là sur leur territoire. Donc c'est en quelque sorte le message que Cyril Ramaphosa a délivré. Puis le président sortant de la Commission de l'Union africaine a pris le relais. Le président Moussa Faki Mahamat a évidemment décliné un peu, fait son bilan au cours des 4 dernières années à la tête de l'Union africaine. Il a bien entendu expliqué que cette année 2020 est venue bousculer la plupart des agendas, donc au point où, évidemment, l'Union africaine a dû se consacrer presque exclusivement à la lutte contre la pandémie en essayant de venir en aide aux États à travers, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'achat groupé de vaccins, un peu comme l'a fait l'Union européenne. Et évidemment, il a décliné également ses ambitions, parce qu'il était le seul candidat en lice pour une réélection au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Et puis, par la suite, après le président sortant Moussa Faki Mahamat, on a eu évidemment le président entrant, Félix Tshisekedi, qui a, lui, décliné 4 pôles importants dans sa stratégie au cours de cette année 2021 à la tête de l'Union africaine. Il y a d'abord les politiques de lutte contre le réchauffement climatique. Il a également décidé de mettre en place des moyens de lutte contre les violences sexuelles qui sont particulièrement résurgentes, et même le président sortant Moussa Faki Mahamat a fait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel. Et puis il y a le 3e volet de la politique de Tshisekedi qui voudrait évidemment redynamiser la zone de libre-échange africaine qui a été initiée l'année dernière. Et le 4e grand axe, c'est de la promotion des grands projets d'infrastructures sur le continent, y compris notamment le projet du barrage d'Inga, qui est considéré, s'il arrive à terme, comme le plus grand barrage hydroélectrique du monde. Donc ce sont ces 4 axes-là que Félix Tshisekedi a dit mener au cours de sa présidence à la tête de l'Union africaine. Et puis après, on est passé évidemment aux échanges à huis clos, et puis on est passé principalement à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Donc le président sortant, qui était le seul candidat en lice, a été réélu je peux dire même triomphalement, parce que sur les 55 votants, chefs d'État et de gouvernement, 51 ont voté en faveur de l'ancien Premier ministre tchadien, et donc celui-ci a été triomphalement réélu à la tête de l'Union africaine. À côté de cela, il y a l'ancienne vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Monique Sanzangabwana, qui
elle a été élue vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Et puis, le Nigérian Bankole Adeoye, lui, a été élu à la tête de la superstructure qui va regrouper à la fois les affaires africaines et la Commission de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc, lui, ce sera, si tu veux, celui qui sera le grand médiateur des conflits sur le continent africain, aux côtés du président de la commission Moussa Faki Mahamat, et on espère qu'à travers lui, en fait, l'Union africaine sera particulièrement présente sur le terrain, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Par exemple, pour le conflit sur le Tigré en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed, éthiopien, a toujours refusé qu'une médiation de l'Union africaine se fasse, parce qu'il considère que le conflit au Tigré, ça relève plutôt non pas d'une espèce de rébellion remise en cause du pouvoir central d'Addis Abeba, mais plutôt d'une bande de vandales qui mettent à mal, si tu veux, la sécurité dans cette région-là. Et donc pour lui, c'est une affaire interne et qui relève du domaine de la souveraineté de l'Éthiopie. Donc il a toujours refusé que l'on voie ça comme étant un conflit politique. Donc il y a aussi la résurgence, comme je l'ai dit, de l'intégrisme, notamment au Mozambique. Le Mozambique, c'est un pays situé non en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, pardon, un peu au sud-est. Et c'est un pays qui n'était pas connu jusque-là pour abriter des groupes islamistes. Or, durant l'année 2020, on a vu l'apparition inquiétante de ces groupes-là sur ce territoire, et l'Union africaine va, on l'espère, avec Bankole Adeoye, se pencher sérieusement sur cette question-là. Et puis, il y a toujours les questions liées des questions sécuritaires liées au djihadisme intégriste en Afrique de l'Ouest, au Mali. Il ne faut pas l'oublier, malgré le changement de gouvernement qui s'est opéré en 2020, le pays reste toujours sous la menace des groupes djihadistes qui continuent notamment d'être particulièrement actifs, notamment au niveau de la frontière avec le Burkina Faso et la Mauritanie. Donc, toutes ces questions-là vont, on l'espère, faire l'objet des priorités de ces différentes personnalités-là qui ont été installées, qui ont été élues et installées, et qui vont entrer qui ont pris leur fonction et donc vont commencer à travailler à partir d'aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, au regard de la thématique de l'Union africaine, prévue pour ce 34e sommet, qui était celui de la culture et des arts, les chefs d'État ont quand même dit un mot là-dessus, en estimant qu'il s'agissait de rétablir d'abord sur le plan historique une vérité, c'est-à-dire que la colonisation a fait beaucoup de mal à la culture, à l'art et au patrimoine africain, dans le sens où il nous a de plus en plus occulté de ces réalités-là. Et donc, il s'agit pour les chefs d'État de mettre en place, à travers des mécanismes de l'Union africaine, des moyens pour permettre aux différents peuples africains de se réapproprier leur propre culture. Et à partir de là, ils pourront construire cette Afrique-là moderne, cette Afrique qui soit véritablement plus proche des Africains, et une Afrique dans laquelle les Africains se reconnaîtront mieux, parce qu'ils estiment qu'il y a une espèce de perte d'identité, et cette perte d'identité explique un peu les dérives auxquelles on assiste au niveau des politiques de développement, des politiques d'éducation et autres. Donc, pour les chefs d'État, il s'agit de revenir aux fondamentaux. Donc, il faut revenir à la culture, à l'art, au patrimoine, et à partir de là, essayer de construire maintenant un développement qui soit cohérent et qui tienne compte des réalités culturelles spécifiques à chaque pays. Donc, c'est sur cette note-là, évidemment, que les chefs d'État se sont séparés, même si, évidemment, on a pu noter quelques difficultés techniques sur le plan technique, parce qu'organiser des visioconférences entre 55 chefs d'État sur le continent, ça n'a pas été chose facile, mais globalement, les choses se sont bien passées, et c'est avec beaucoup de satisfaction que les chefs d'État se sont séparés hier. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur l'Union africaine, c'est ça? Sur le 34e sommet de l'Union africaine. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.